Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous. Bonjour, je suis vraiment ravie d'animer ce débat de l'échec à la réussite, où est la frontière. Ravie car elle pose une question qui m'intéresse, je suis sûre qu'elle vous intéresse aussi. Comment réussir? Moi j'y compte bien. Dès lundi je vais aller voir mon chef parce qu'on va apprendre plein de choses aujourd'hui. Parmi les questions clés aujourd'hui, justement, quelles sont les clés de la réussite? Est-ce le travail, le hasard, la chance? Y a-t-il une recette? Moi j'ai envie de la connaître. La réussite est-elle accessible à tous? J'espère que vous aussi, tout à l'heure, vous aurez les clés pour vous accomplir. Et puis, on va parler d'échecs, on en parle beaucoup en ce moment. Dès l'école, on met la pression aux enfants. Les enfants sont les plus stressés du monde, nos enfants. Et puis on grandit, on tente quelque chose, on monte une entreprise. On fait faillite et c'est mal vu en France. À l'inverse des États-Unis, a-t-on le droit à l'échec? Comment gérer l'échec? Aux États-Unis, on aime les parcours semés d'embûches. Ce n'est pas forcément le cas en France. Pourtant, l'échec est la clé de la réussite. Je cite un patron français. Si vous avez échoué, finalement, c'est peut-être pas si mal. En tout cas, beaucoup de grands hommes ont échoué. Avant de réussir, encore faut-il supporter l'échec pour rebondir. Voilà. Plein de questions très intéressantes. Vous avez nos invités. Je vous propose, parce que vous ne nous avez pas applaudi en rentrant, de les applaudir, s'il vous plaît.
Et on va peut-être commencer par Chantal Desbordes. Voilà, une femme qui a réussi dans un milieu d'hommes. C'est une pionnière. Vous êtes la première femme brevetée de l'École supérieure de guerre navale. Première femme contre-amiral, Chantal Desbordes. Alors forcément, vous étiez, je cite, condamnée au succès dans ce milieu d'hommes. Expliquez-nous. Bonjour à tous. Si j'avais su, en m'engageant dans la marine en 1970, ce qui m'attendait, peut-être que j'aurais fui à toutes jambes, parce que je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous aider à bien comprendre la problématique. Je me suis engagée dans une institution qui comptait alors 196 femmes pour 70 000 hommes. Je vous laisse faire le ratio. J'avais dans mon jeu encore 2 cartes pas fameuses, outre le fait d'être une femme dans un monde d'hommes. J'étais littéraire de formation, j'avais fait des lettres classiques, dans un monde où c'est plutôt la formation scientifique qui est bien portée. Et enfin, 3e mauvaise carte, disons, je n'avais pas le droit de naviguer, alors que le cœur du métier, c'est à bord des bateaux qu'on l'exerce. Nous étions, nous femmes, interdites de navigation. On disait alors que nous porterions malheur si nous naviguions, croyance qui valait pour la marine nationale, mais pour toutes les marines en général, pêche, plaisance, etc. Donc j'aurais pu, face à ça, baisser les bras et me dire, bon, c'est mission impossible. Je me suis dit, j'ai ma place, il va falloir que je la trouve. Il va donc falloir développer une stratégie pour creuser son sillon, faire son chemin dans ce monde si différent de ce que je suis. Et ma stratégie a été une stratégie pas de l'affrontement, mais au contraire de l'action en douceur. J'ai eu plus tard à l'École supérieure de guerre navale, c'est une école qu'on fait quand on a à peu près 35 ans, nous les officiers. J'étais la première candidate et la première admise. J'ai étudié un maître dont j'ai mis finalement en application, avant même de le connaître, les enseignements. C'est Sun Tzu, vous le connaissez probablement, il est l'auteur de l'art de la guerre. C'est un Chinois du IVe siècle avant Jésus-Christ, à peu près contemporain de Socrate, et qui dit beaucoup de choses très intéressantes. Et l'une d'elles, dont j'ai fait vraiment mon miel, regardez l'eau, elle suit toujours la ligne de moindre résistance. Donc j'ai fait comme l'eau. Je ne me suis pas affrontée au masculin de manière violente. J'ai essayé au contraire, à chaque fois qu'il y avait une opportunité, de la saisir, de la voir d'abord, hein, parce que beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir de chance, mais la chance, elle passe pour tout le monde. Simplement, la plupart d'entre nous ne sait pas voir cette chance, et quand il l'a vue, ne sait pas forcément la saisir, parce qu'il faut du courage pour saisir sa chance et pour transformer l'essai. Donc voilà, j'ai essayé donc de faire. Hein, ça a été une stratégie non pas du dire, mais du faire. Et progressivement, j'ai construit ma légitimité au point qu'un jour, la marine a été dans l'obligation de me donner des étoiles. Et c'était très bien comme ça. J'ai envie maintenant de donner la parole à Patrick Bourdet, parce que pour lui aussi, rien n'était joué à l'avance. Hein. C'est d'ailleurs le titre de votre livre, Patrick. Vous êtes un enfant de la DAS, hein, vous l'assumez, vous avez vécu une enfance compliquée. Vous avez commencé votre carrière comme ouvrier, vous êtes aujourd'hui PDG d'Areva Med, c'est la filiale du géant nucléaire Areva. Selon vous, tout est possible, Patrick, il faut rêver, on peut tout atteindre, même si vous avez beaucoup travaillé. Vous avez, je crois, vous me dites, pris votre liberté pour réussir. Quelles sont les clés selon vous, c'est ça ? Bonjour à tous. Comment dirais-je, s'il s'agit de réussite, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que la plus belle en ce qui me concerne, et je peux évidemment parler que de ce que je connais, c'est le sentiment de liberté. Et ce sentiment de liberté, dans le monde d'aujourd'hui, il est pour moi un cadeau. Alors comment ce sentiment de liberté a-t-il pu advenir pour ce qui me concerne ? Il a été... fait d'une volonté de me rapprocher, d'aller à la rencontre de qui j'étais vraiment, une volonté de comprendre ce qui s'est opéré pour moi et de l'impact de ce qui s'était opéré sur moi, dans ma manière et dans mon regard sur le monde et mon regard sur les gens. Et puis, il a été aussi un parcours de connaissance. C'est-à-dire que
de travail tout de même, parce qu'on oublie cette dimension-là parfois. Et si vous voulez, le fait d'accumuler de la connaissance m'a donné confiance, c'est vrai. Et puis le fait de mieux connaître finalement mes aspirations profondes m'a également a concouru à me rapprocher de qui je suis. Et être au contact de qui on est, finalement, c'est peut-être ça l'un des grands secrets, parce que ça nous rend libres. Et si on est libre, si on se sent libre, alors on peut oser, on peut être audacieux. Et c'est peut-être un peu ce que j'ai envie de dire. Et puis je rejoins tout à fait Chantal qui dit quelque chose, j'aime beaucoup ça, c'est la stratégie du dire et non pas du faire et non pas du dire. Et vous savez, j'habite aux États-Unis aujourd'hui depuis quelques années. Il y a un endroit dans la rue, quand je passe, il y a une citation de Gandhi. Et tous les jours, je vois cette citation, ou alors quand je fais un crochet, ça me dérange, donc je reviens et je repasse devant. Et en fait, Gandhi disait quelque chose de très beau. Il dit, vous savez, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. Eh bien, choisissez la deuxième catégorie, il y a beaucoup moins de compétition. Ouais. Alors avec nous également aujourd'hui Manuel Carcassonne, et lui il repère les personnes qui vont réussir. Vous avez découvert de nombreux auteurs, Frédéric Beigbeder par exemple. Vous êtes directeur général des éditions Stock. Alors la question qu'on se pose évidemment, Manuel, c'est comment vous faites pour repérer ceux qui vont réussir ? Moi je fais un métier un peu particulier parce que il n'est pas tellement question de ma réussite à moi, heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas avoir forcément réussi. D'ailleurs, j'avais proposé à Sylvain Kern, qui est le co-créateur de cet endroit superbe, de faire une cité de la loose. Je pensais que c'était plus original et qu'il y aurait beaucoup d'intervenants parmi lesquels je pourrais figurer en tout premier lieu. Oui, repérer les talents des autres, c'est probablement un métier particulier. Il ne s'agit pas d'ailleurs seulement de les repérer, mais puisque je suis éditeur, ensuite de les faire travailler et puis de les faire advenir sur la scène publique. Je pense que c'est une attention particulière aux autres. Dans mon cas, parce que je fais un métier littéraire, c'est quand même avant tout une attention au texte. C'est vrai que j'ai fait des études de lettres, bien sûr, ici même et dans d'autres lieux. Je ne suis pas revenu d'ailleurs sur ces bancs depuis un certain temps, ça me fait un choc, parce que j'étais de l'autre côté. Une attention aux autres, une attention au texte dans mon cas, mais aussi une attention probablement aux opportunités que les autres peuvent saisir. Et les aider à saisir ces moments, les aider à saisir leur propre chance, les pousser en fait à saisir leur propre chance, les pousser à maturer, à grandir et à grandir à l'intérieur aussi de leur propre création. En fait, d'une certaine manière, leur donner une confiance qu'ils n'ont pas forcément. C'est d'autant plus étrange que je ne l'ai pas forcément moi-même. Donc c'est donner à l'autre ce que l'on n'a pas forcément soi-même. C'est un exercice de haute voltige. J'ai remarqué qu'il y avait d'ailleurs mon médecin dans la salle. C'est louche. J'ai pas fait exprès. Je pense que là, c'est évidemment un métier très, très particulier dans lequel la notion de succès doit être quand même dépassée d'une certaine manière pour soi-même et transmise aux autres. Le succès des autres étant bien sûr un effet boomerang, puisqu'il vous revient, si j'ose dire, dessus à un moment ou à un autre. Alors avec nous également Michael Boumindil. C'est vous. Alors, si vous chantez certaines de mes créations, je vais t'embêter parce que je vais devoir vous facturer des droits d'auteur. Voilà, chaque jour, 1,5 milliard de personnes entendent dans le monde vos créations, dans la publicité, les aéroports, les transports. Vous avez fondé il y a 20 ans l'agence 6e Son et avec elle, vous avez créé le concept d'identité sonore pour les marques. Il est là avec un bras cassé, il a un petit peu échoué, il a su rebondir aujourd'hui, il est avec nous. Michael, pour vous, c'est intéressant, le succès peut être une entrave à la réussite, c'est ça? Expliquez-nous. Oui, le mot succès, d'ailleurs, il peut avoir un côté un peu définitif. Voilà, j'ai réussi et je trouve que j'ai toujours trouvé que c'était un grand danger. La capacité à se mettre en danger, c'est la capacité à se mettre en mouvement. Trouver son moteur, c'est avancer. Quelqu'un qui a réussi peut se retrouver dans une position confortable. Et honnêtement, quand vous êtes dans une position confortable, vous avez rarement envie de bouger. Moi, j'ai appris, en ce qui me concerne, finalement la nature des moteurs qui m'aident à bouger. Moi, j'en ai deux. C'est l'amour et c'est la peur.
j'ai créé Sixième Son parce que ma copine de l'époque, je pensais que je pouvais être un super héros en inventant un métier et que ça allait me faire taper le top dans son esprit. Et donc, ça a été un formidable moteur. Et ça donne une certaine inconscience, insouciance, l'amour. J'ai la chance d'avoir rencontré, 10 ans après la création de Sixième Son, ma femme. Et ma femme et mes enfants maintenant sont un moteur extraordinaire. J'ai envie de vraiment de vivre intensément par ce moteur-là. Et à l'inverse, c'est vrai que je dirais que moi, j'ai pas le sentiment d'avoir complètement réussi. Il me reste quand même beaucoup de choses à faire. Mais comme j'ai vu ce en quoi j'avais peut-être réussi, alors je mets ça en question. Et par exemple, à titre personnel, le fait de gagner beaucoup d'argent est quelque chose qui m'a un peu inquiété. Donc j'ai toujours fait en sorte d'être plus endetté, d'avoir plus de passifs que d'actifs. Parce que je pense que ça doit être merveilleux de vivre une grande vie bourgeoise, et j'espère qu'un jour j'y arriverai, où je ne compterai plus rien, où je pourrais dire à ma femme, chérie, est-ce que ce soir tu veux dîner à New York, on a notre petit jet qui nous attend, ça peut peut-être être merveilleux, mais c'est pas ce à quoi j'aspire aujourd'hui. Et je me suis dit que voilà, le jour où je gagnais de l'argent, si j'étais plus endetté que ce que je gagnais, j'étais obligé de me donner des coups de pied aux fesses pour avancer. Donc l'amour comme moteur, entre guillemets, positif, et la peur, et notamment la peur de ne pas pouvoir rembourser comme moteur négatif. Mais ce dernier-là, je vous le dis, si vous ne l'avez jamais essayé, essayez-le. Être super endetté, normalement, vous ne restez pas assis, vous vous défoncez pour aller chercher des solutions. Voilà, super conseil de Mickaël. On a également Bernard Le Cinq. Il a plutôt réussi ses études, on peut le dire, Benoît. C'est assez impressionnant. Polytechnique, École nationale des ponts et chaussées, MIT. Aujourd'hui, il est président d'Entrepose Contracting. Il est à l'origine de projets de plusieurs millions d'euros. Benoît Le Cinq, il sait prendre des risques. Mais avec votre parcours, une question se pose. Est-ce que finalement, tout le monde a accès à la réussite selon vous ? Je pense que, je ne sais pas si tout le monde a accès à des choses très prestigieuses, mais chacun peut se donner des objectifs et les accomplir. Et la réussite, c'est déjà ça. C'est au niveau personnel, qu'est-ce que je veux faire de ma vie et trouver le chemin d'y arriver. C'est vrai que moi, j'ai eu de la chance sur ma formation initiale. J'aurais pu suivre une voie tracée à l'avance. Quand vous rentrez dans la haute administration, moi, c'était le ministère de l'Équipement. On peut se dire, la fonction publique, c'est confortable. Au bout de 3-4 ans où je travaillais dans le domaine technique de la conception des grands ponts, je me suis dit que je me sentais à l'étroit, que ça commençait à sentir les gloires passées. L'administration se retire de plus en plus de ses fonctions techniques, et donc j'ai préféré démissionner, aller dans le privé, parce que je voyais aussi que ce qui m'attirait, c'était l'international et de prendre des risques sur des contrats prestigieux, mais à l'international où c'est très concurrentiel. Après, est-ce que tout le monde peut le faire ? Je crois. Il faut aussi donner de soi. C'est peut-être la leçon, c'est il ne faut pas attendre qu'on vous dise vraiment ce qu'on attend de vous pour réussir. C'est à soi de se dire je donne le maximum. Ça donne en général confiance aux gens qui sont autour de vous ou au-dessus de vous. Et puis après, ça ne suffit pas. Il faut aussi que les gens, les managers, prennent le risque de vous confier des opportunités. Et je l'ai entendu, je l'ai déjà entendu. C'est même maintenant ma responsabilité, c'est que la réussite n'est pas individuelle. Moi, je ne vais pas réussir si tout seul je fais un bon travail. Je ne réussirai que si j'assemble une bonne équipe autour de moi, et donc je confierai à des jeunes, à des gens où on sent l'étincelle, où on sent la volonté de se défoncer. Voilà, tel challenge. Moi, ça m'est arrivé. On m'a mis en position de franchir des marches difficiles. J'ai eu la tête sous l'eau pendant un certain temps. Mais si on se prend des claques, mais on monte comme ça aussi. Il faut prendre des risques. Est-ce que vous pensez, tous les invités, je pose la question, qu'on n'a pas un petit peu peur en France, justement, on a peur de l'échec et on ne prend pas assez de risques? Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut me répondre? Vous battez pas, hein. Non, ce que j'allais dire, ça se manifeste, c'est difficile de parler, vous savez, de généralité, la France, etc. Mais si vous voulez,
cette notion que vous évoquez à l'instant, Margot, elle se manifeste dans la vie de tous les jours. Regardez dans cette salle. Regardez l'intelligence dans cette salle. Combien de personnes ont fait l'expérience d'entrer en contact avec l'intelligence qui se trouve à côté d'elle? Combien? Regardez. Qui a parlé à son voisin? Levez la main. Alors? Voilà, regardez. Bon, pas si mal, pas si mal. Regardez. Et ça, si vous voulez, ça, c'est quelque chose de fondamental. Cet exemple-là est fondamental. Pourquoi? Pourquoi il est fondamental? Parce que la puissance collective, elle se construit maintenant, tout de suite. Et que peut-être chacun d'entre vous, là, la personne qui n'a pas parlé à son voisin de droite, de gauche, ne serait-ce qu'un bonjour, j'entre en relation à l'autre, il va peut-être se priver d'une opportunité qui peut s'appeler la chance. Et si vous voulez, c'est ça, c'est cette expérience du moment qui fait qu'on est tellement évaporé, dispersé par le bruit, on est tellement attiré par ce qui s'opère autour de nous qu'on oublie l'instant. Et l'instant aujourd'hui, tout à l'heure, c'est d'accueillir Manuel qui arrive, qui a une journée de fou, enfin une nuit de fou qui arrive comme ça. Hein. Mickaël qui est tout fracassé, mais qui est là quand même. Bon, pour info, il doit gérer un petit peu les rebondissements d'un de ses auteurs. Voilà, et ce que je veux dire, c'est qu'on oublie finalement la dimension incarnée de nos vies et ces moments tout de suite maintenant. Donc l'audace, c'est aussi ça, c'est sortir de la zone de confort. Et la zone de confort, c'est je suis assis peinard sur mon siège, je ne vais surtout pas m'occuper de mon voisin. Non, plus le monde se tend autour de nous, plus il faut faire attention à l'instant et à l'autre. Voilà. C'est beau. Et il a raison. Ouais, allez-y Manuel. Non, il a raison, parce que dans le métier que je fais, par exemple, qui est un métier quand même totalement interpersonnel, même si une fois de plus, les livres et les textes, évidemment, sont fondamentaux, il faut absolument aller vers l'autre. Et moi, je suis un ancien timide. J'étais très, très timide quand j'étais enfant, très, très timide. Je ne pouvais presque pas parler, etc. Et je me suis fait violence, d'ailleurs toute ma vie je me suis fait violence pour beaucoup de choses, mais je me suis fait violence pour surmonter progressivement cette timidité. Et à un moment donné, je m'étais mis en tête à l'époque où j'étais directeur général chez Grasset, d'une autre maison d'édition, où je suis resté 22 ans, je m'étais mis en tête de faire beaucoup de choses sur l'économie. Et j'y connaissais absolument rien, moi, ça m'intéressait uniquement comme ça. Et j'allais dans des conférences voir des très grands chefs d'entreprise, des grands banquiers, des grands économistes, dont je n'avais parfois pas la moindre idée d'ailleurs de qui c'était un quart d'heure avant. Et où j'exagère, mais peut-être 2 heures avant. Je m'appelle Margot Manière. Voilà. Et je leur proposais, j'essayais de leur dire, écoutez, il faut qu'on se voit, c'est passionnant ce que vous avez dit. Genre, généralement, je m'étais quand même un petit peu rencardé, et ça m'a amené à l'âge, je sais pas quoi, de 25 ans, à déjeuner avec le patron du FMI de l'époque, ou avec tel grand banquier, etc. Parce qu'en fait, les gens, quand on fait ça, qui nécessite quand même un certain culot, ça les bluffe un peu, surtout en France. Surtout en France, parce qu'à la limite, aux États-Unis, en Angleterre, ce serait différent. Et c'est vrai que se faire violence quand on n'a pas ce caractère pour le faire, ou quand c'est son caractère, pouvoir rentrer dans cette relation avec l'autre, c'est quand même très important. Et c'est aussi saisir sa chance, effectivement, et quitter cette zone de confort qui est quand même naturelle à tous les êtres humains. Tous les êtres humains ont envie de rester confortablement dans cette zone dénuée de risques. C'est l'instinct de conservation qui nous y pousse, hein, c'est l'instinct de survie. J'ai été commandant en seconde de l'école navale, la grande école de formation des officiers de marine, et on avait fait intervenir Olivier de Kersauzon. Et il disait à ses chers midship, il serait temps, je m'étonne de vous voir, ils étaient dans un amphi comme vous ce matin, je m'étonne de vous voir là alors que votre avenir se joue de l'autre côté. Et en montrant du doigt, il désignait le plan d'eau magnifique qui borde l'école navale. Vous devriez être sur un bateau plutôt que là à m'écouter, disait-il. Et il ajoutait cette phrase très intéressante, il serait temps dans notre beau pays qu'on substitue à la culture de l'assurance une culture du risque. La vie, c'est le risque. Imaginez que vous êtes en vie parce que votre cerveau et tous vos organes vitaux acceptent de bien fonctionner. Ça peut vous être retiré à tout instant. Quand on a compris ça, je crois qu'on a davantage d'audace parce qu'on se dit mais rien ne nous est donné définitivement. Donc voilà, je dépasse
ce moment, même si la culture de l'instant est intéressante aussi, je dépasse ce moment pour essayer de me projeter un peu. Et en me projetant, eh bien, je m'envisage dans des environnements différents. Je vais même aller vers l'économie si je ne suis pas forcément très attirée par ça, parce qu'en allant vers l'économie ou vers un domaine que je ne connais pas, je vais sortir de moi d'autres réponses. Je vais arrêter de faire ce que je sais faire, que j'ai prouvé que je faisais, mais à longueur de temps, pour aller vers des domaines que je connais moins, parce qu'en allant vers ces domaines que je connais moins, je vais sortir de moi d'autres réponses. Vous savez, c'est formidable. Nous sommes le problème et nous sommes la solution. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Michael. Moi, j'ai eu le sentiment, en inventant un métier, que j'avais rien à perdre. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu la notion, le sentiment d'avoir pris un risque. Honnêtement, quand vous avez donc moi j'ai créé ma société, j'avais 23 ans, j'avais pas de femme, j'avais pas d'enfant. À l'époque, je n'avais pas de dette parce que je ne savais pas quel était ce second moteur. Donc, tous nous faire pleurer si j'ai échoué, je laissais le casserole à personne et même pas à moi-même. Pour répondre à votre question, Margot, mon sentiment sur la perception de l'échec, c'est que je serais curieux qu'on définisse ce que c'est que l'échec, parce que je serais aussi curieux qu'on définisse ce que c'est que la réussite. Les gens qui souvent viennent me voir en me disant « Ah, Michael, formidable, comment on crée un métier comme ça aujourd'hui ?» Je dis d'abord, ce serait quoi votre réussite pour vous? Et souvent, c'est vrai, je suis surpris par le côté générique des réponses. Moi, quand je creuse un peu avec les gens qui viennent me voir, je vois qu'il y en a pour qui la réussite, ça va être d'abord le rêve du jackpot. Moi, je veux avoir de l'argent. Il y en a qui vont dire, moi, je ne veux pas avoir de patron. Je veux l'autonomie. Il y en a qui vont me dire, moi, ce que je veux, c'est pouvoir vraiment passer du temps avec ma famille. Il y en a qui vont dire, pour moi, la réussite, c'est d'apprendre. Chacun peut avoir ses critères. Alors, moi, quand j'ai créé Sixième Son, je m'étais fait sur chacun de ces trucs-là une réponse. Et après, je les ai hiérarchisés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que je n'ai pas réussi parce qu'il y a des points sur lesquels je suis un peu loin du compte. Moralité, ça veut dire que vendre l'échec, c'est aussi raconter l'objectif initial. Si demain, vous créez une entreprise et que vous vous plantez, le problème, ce n'est pas de se planter, c'est de savoir pourquoi vous vous plantez. Et ça veut dire que demain, vous irez voir un recruteur et vous n'allez pas lui dire « Oui, alors bon, là, j'ai échoué ». Non. Vous En allez même dire, temps, aux États-Unis, c'est bien vu d'échouer. mais pourquoi? Parce qu'on n'est jamais aussi bon quand l'adversité est forte. Quand j'ai la chance aujourd'hui de travailler pour des clients, pour des marques qui, à travers le monde, viennent me chercher pour créer leur musique avec la formidable équipe qui m'entoure. Et je vois que là où il y a une vraie adversité, les gens que j'ai en face de moi sont super bons, quand ils en ont conscience. Hein, on a dit que les politiques français avaient été pas forcément bons parce qu'ils n'avaient pas dit la vérité aux Français. Je pense que si les Français avaient pris une conscience de l'adversité auquel ils doivent faire face, ils se seraient plus mobilisés. Mais la vérité, c'est que donc demain, vous échouez, eh ben, on ne va pas retenir ce que vous avez échoué, on va essayer de retenir quels étaient vos objectifs et si vos objectifs étaient à la fois réalistes, ambitieux, en ligne avec finalement ce que vous considériez comme une réussite et pourquoi vous avez échoué. Et donc, ce qu'on retiendra, c'est bon, celui-là, il a échoué parce qu'il n'était pas bon, celui-là, il a échoué, mais là, il a été bon et là, il n'a pas anticipé ça. Ok, mais c'est quelqu'un qui a su prendre des risques. De mon point de vue, l'enjeu du complexe de l'échec vient parfois d'une mauvaise explication de l'échec. Et parce qu'on punit l'échec aussi? Oui, Benoît, peut-être? Je pense que si on punit trop l'échec, on va condamner les gens qui ont un certain esprit d'entreprise et on va brider l'innovation, on va brider le développement. Je crois qu'au contraire, c'est notre responsabilité, dès qu'on est en position de choisir des gens, d'aller faire des connaissances avec des personnes nouvelles, de se dire, OK, on va tenter quelque chose, on va mettre une personne dans une position, ça va être dur pour lui, mais en même temps, on sera là à l'aider, à le soutenir, et puis on pourra tirer des leçons s'il a fait l'échec, s'il a pris s'il a échoué, si c'est pas arrivé comme prévu exactement. Inversement, si cette personne réussit, avec un peu de support, eh bien, elle se développe et puis on progresse. Quand Michael dit c'est en créant face à l'adversité qu'on se défonce, moi je rencontre la même chose dans
dans notre groupe, quand on doit redresser une filiale qui va mal. C'est pareil, on doit beaucoup plus travailler que quand on est en pur gestionnaire, faire la même chose qu'hier, parce que hier ça s'est bien passé, aujourd'hui ça se passera bien. C'est plus le monde où nous sommes. Le monde où nous sommes, c'est concurrence, c'est mondialisation, et vraiment se défoncer, aller chercher des nouvelles réponses. Ça veut dire prendre des risques. Effectivement, on peut se planter, mais si on n'a pas bougé, de peur de l'échec, là c'est assuré qu'on ira vers la mort. Mais je pense qu'il faut accepter l'échec. Il y a plein de trucs à apprendre de l'échec. Qui, ici, n'a jamais connu un échec amoureux ? C'est-à-dire qu'à toujours le mec que vous avez voulu avoir, mademoiselle, vous l'avez toujours eu, il vous a jamais plaqué, il vous a jamais trompé, il vous a jamais eu une peine de cœur. Qui n'a jamais eu de peine de cœur ? Alors, ça fait des années que je vous recherche. Je suis content de vous avoir rencontré ce matin. On voudra en savoir plus tout à l'heure, on vous donnera la parole. Vous allongerez sur un canapé, après notre intervention, vous nous raconterez, il va y avoir des trucs dingues et des recettes pour tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que on sait tous que l'échec amoureux, c'est quelque chose qui fait vraiment profondément mal et qui prend une énergie folle. Et on sait tous que l'enjeu, c'est la vitesse avec laquelle on se relève. On se relève d'autant plus rapidement et avec d'autant plus de force qu'on a accepté l'échec. Eh ben, je pense que, par exemple, quelqu'un qui plaque quelqu'un d'autre et qui part avec une troisième personne, si vous êtes la personne plaquée et que vous dites, je me donne 25 ans pour la récupérer, ça va être dur. C'est ce que moi j'appelle l'entêtement. C'est la meilleure façon de ne pas apprendre de l'échec. Par contre, on sait bien, on a le droit de se poser, on a le droit d'encaisser, de se dire, ça fait mal, et peut-être pendant 5 minutes, allez, je ne bouge plus. Ok, ça y est, je suis à terre et je l'accepte. Mais après ces 5 minutes-là, je me relève et j'essaie d'en tirer des leçons. Margot, pourquoi ce petit parallèle amoureux? Mais d'abord parce que je rappelle, pour moi, c'est... Très important. On est dimanche matin. Ce sentiment qu'il faut accepter de regarder l'échec en face, parce que celui qui ne le fait pas, il s'entête. Alors, il y a un truc pire que l'échec, c'est la perte de temps. Et donc, si je m'entête, je perds du temps. Si j'ai un projet pourri, je ne le sais pas. Au bout d'un an, le marché va me le dire. Au bout d'un an et demi, je ne vais plus avoir de sous, je ne vais plus avoir de clients. Et normalement, si je regarde les choses avec un peu de recul, je vais me dire, ce projet est un échec là, je passe à autre chose. Maintenant, moi, je connais quelqu'un qui, dans cette situation, a attendu 15 ans. Simplement, il a perdu 15 ans. Et au bout de 15 ans, il n'avait plus de ressources, plus d'énergie, plus d'argent, plus d'envie. Je crois que le pire, l'échec, ce n'est pas un souci. La perte du temps et l'entêtement au-delà du raisonnable, c'est sûrement ça le plus dur à revendre. Alors, il faut rebondir, Manuel Carcassonne. Je sais que vous le vivez mal, l'échec, parfois. Moi, je suis un spécialiste de l'échec. Oui, c'est un spécialiste de l'échec parce qu'en 25 ans de vie professionnelle dans l'édition, forcément, il se trouve que j'ai travaillé dans des maisons où on avait une expérience des prix littéraires. Là, j'en sors. On vient d'en avoir 2. Je dis chez Grasset, on peut en avoir 3 ou 4 même dans une saison. Et puis quand on ne les avait pas, on avait créé une telle attente, une telle excitation, une telle nervosité, et il y a évidemment un enjeu financier pour nous important, qu'on ratait le prix, par exemple, et moi je tombais malade. Mais systématiquement. Alors généralement, je perdais une dent, au mieux, je ne sais pas pourquoi, ça c'est un psychanalyste devrait le dire. Le médecin est là. Je perdais une dent, ou alors, c'est surtout mon dentiste avait fortune, je pense en partie grâce à moi, ou alors j'étais vraiment sur le flanc, j'allais dans mon lit, etc. Bon, puis après, comme l'a dit très justement Michael, voilà, il ne faut pas s'entêter. Il faut passer à autre chose. Moi, il y a un an, je vais vous dire quelque chose entre nous, comme dirait Nicolas Sarkozy, entre nous. C'est du off. Il y a un an, moi, j'étais pas très très bien portant parce que je venais de quitter un job où j'étais depuis 22 ans pour me mettre dans une situation d'extrême inconfort, de reprendre une boîte qui allait moins bien et dont le patron venait de mourir, laissant Jean-Marc Roberts, mon prédécesseur, laissant des larmes et des collaborateurs éplorés et des auteurs éplorés. Je venais de me séparer de ma femme. Enfin, ça n'allait pas très fort. Et cet échec, c'est vrai qu'un an après, ça va nettement mieux, mais ces échecs sont quand même des choses qui sont absolument primordiales et dont on apprend. Après, je crois que, pour parler comme Michael, mais avec un tout petit bémol, c'est que quand même, il faut savoir
apprendre de ses échecs, ce n'est pas évident. Et je trouve que plutôt que de nous apprendre au fond les clés de la réussite, je suis de tout cœur avec vous, ou en tout cas avec les plus jeunes d'entre vous. Certes, c'est utile d'apprendre les clés de la réussite, encore faut-il évidemment que les trouver, mais comment surmonter les échecs et comment les surmonter intelligemment, c'est ça qu'on devrait nous apprendre, parce qu'on va tous connaître des échecs dans la vie, des échecs amoureux, des échecs professionnels, des échecs qui sont parfois des petits échecs mais qui peuvent vous miner. Combien dans les services psychiatriques des hôpitaux il y a d'élèves de classe préparatoire? C'est inimaginable. Inimaginable. Ils ne supportent pas la pression. Moi, j'étais en classe préparatoire. C'était très, personnellement, je la supportais assez bien parce que j'aime bien le côté discipline militaire. Moi, je suis le seul type qui a supplié pour qu'on lui fasse faire son service militaire et on ne voulait pas de moi parce que je n'avais pas des bons yeux. C'est horrible. Bon, mais j'aime bien l'idée de discipline. Mais c'est vrai qu'il y a cette pression, il faut y résister. Et l'échec, il faut apprendre à le surmonter. Il faut apprendre à apprendre l'échec. Ça, c'est une chose très importante, je pense, qui n'est pas suffisamment dite et qu'il faudrait pouvoir dispenser comme de véritables cours. Chantal. Oui, juste un mot pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Moi, je suis devenue amirale parce que je voulais faire du cinéma. En fait, mon projet professionnel d'adolescente, c'était de devenir réalisatrice de films. Donc, mes parents n'ont pas vu ça d'un œil très charmé. Après des études supérieures, j'ai passé le concours d'entrée à l'IDEC, la FEMIS d'aujourd'hui. Et je me suis fait coller comme pratiquement tous les candidats. Donc, première gamelle. Et puis je me suis dit qu'à cela ne tienne, la formation sur le tas, c'est reconnu. Donc je ne connaissais personne dans ce milieu très fermé. J'ai tiré des sonnettes, je me suis même payé le culot d'aller au CNC, le Centre national de la cinématographie. Et à chaque fois, on m'a découragée en disant « Mademoiselle, ce métier n'est pas pour vous, intermittent du spectacle, chômage, etc. » Bon. Enfin, manifestement, ça n'allait pas. Et je me suis dit, je ne vais pas m'obstiner puisque là, la conjoncture est vraiment défavorable. Mais je ne vais pas baisser les bras pour autant. Donc, il faut que je trouve un job, d'abord parce que j'ai envie d'entrer dans la vie active, qui soit suffisamment rémunérateur et surtout pas trop long pour que je puisse retenter ma chance dans le cinéma. Ce job s'est présenté sous la forme d'un recrutement d'officiers féminins dans la marine. Ça tombait bien, on n'était pas officier de carrière à l'époque. On ne pouvait fonctionner que par contrat à durée déterminée. J'ai signé un contrat de 3 ans et j'ai signé parce qu'on allait offrir, on était une promotion de 2 femmes. Donc la concurrence était vive. Je savais qu'on allait offrir à la première sortie du petit stage de formation, ce n'était pas l'école navale, j'ai contribué à l'ouvrir 23 ans plus tard, un job dans le service de communication de la marine à Paris. Et je me suis dit, mais il faut que je l'ai, ce job-là. Relations publiques, c'est presse, c'est télévision et c'est peut-être cinéma. Donc, en signant pour l'armée, je continuais à avoir mon idée. Je pense, en vous disant ça, que ce qui est important, c'est ce qu'on a intégré en soi. Quand ce que vous aimez, c'est vraiment du domaine de la passion, ça ne va pas vous quitter. Et d'une façon ou d'une autre, vous y arriverez. Et j'ai eu cette chance. À peine entrée dans ce service de communication, j'ai eu la chance d'être la première des deux et de choisir mon affectation. Je me suis rendu compte, j'ai appris qu'il existait un établissement de production audiovisuelle intégré aux armées, au fort d'Ivry-sur-Seine. J'ai fait savoir un peu plus tard que ça m'intéresserait. Et au miracle, on m'y a affecté. Et pendant 6 ans, j'ai produit, comme productrice déléguée, tous les films militaires et de l'armement. Et j'ai réalisé, pas exactement dans les mêmes termes, mon rêve d'adolescente. Voilà. Osons, osons. Patrick aussi, vous avez dû vous battre. Vous avez osé aussi, Patrick. Oui, non, j'étais très animé par ce qui vient d'être dit et par rapport à cette notion d'échec, il y a quelques semaines à peine, j'ai eu la chance de dîner un soir à la table de Séverine Chouane, qui est le PDG, donc qui est le CEO de Roche, du laboratoire Roche. Et on a eu une discussion sur ce thème-là. Et vous savez, dans les projets scientifiques, parfois, c'est un peu compliqué. Et effectivement, l'échec est là. Et il m'expliquait que dans sa société, qui est quand même le numéro 3 mondial de la pharmacie, qui est un groupe absolument fantastique, où l'innovation est vraiment le cœur du sujet, il m'expliquait que lorsqu'une équipe a bien fait les choses, mais qu'elle échoue, il a ce qu'il appelle le celebration lunch. Et donc, il y a son bureau, qui est un bureau assez monumental à Bâle, au siège de Roche. Et puis à côté, il y a une salle au-dessus de laquelle il y a un panneau qui s'allume. Et lorsqu'il y a écrit Celebration Lunch,
on sait, les gens passent et savent qu'une équipe qui a échoué un projet est reçue. La condition, c'est que l'intention de la perfection fut là et que les choses eussent été bien faites. Et si vous voulez, c'est ce qui nous confronte aussi. C'est lorsqu'on échoue et que on a fait un petit peu n'importe quoi. Bon, ok. Ce qui nous confronte, c'est quand l'intention de la perfection est là, on a bien fait les choses, et à ce moment-là, on échoue. Eh bien, c'est là où il faut honorer l'échec. Et c'est cette intention de la perfection qui nous fait bien faire les choses et ces choses-là nous mettent en situation de réussite. Il faut aussi être très humble par rapport à ça, parce qu'on fait les choses, mais il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. Et ce qu'il faut bien mesurer aussi, c'est que si nous avons cette intention de la perfection et du bien faire, eh bien on sert une cause qui nous échappe. Et l'invitation, elle est peut-être ici, c'est à essayer de faire bien les choses sur lesquelles on peut réellement agir pour que les choses puissent au moins être en possibilité d'advenir. Michael. Il y a pour moi dans ce que vient de dire Patrick quelque chose que j'ai découvert un peu tard et qui est extrêmement vrai. Moi donc je viens d'un milieu qui n'était pas... mon papa et ma maman sont pharmaciens et le monde d'entreprise on ne connaissait pas ça à la maison. Et moi en plus j'ai inventé un métier à un âge où je n'étais pas crédible. Enfin j'étais crédible en rien. J'ai découvert la bienveillance des gens. C'est-à-dire que si vous ne dites pas, et Patrick vous l'a dit, vous avez tort de ne pas dire bonjour et faire une petite bise à votre voisin-voisine, mais racontez à votre voisin ce que vous avez envie de faire et voyez son opinion, qui était peut-être ni positive ni négative, neutre, voyez son opinion changer. Voyez la volonté des uns et des autres. Nous avons tous cette volonté d'aider ceux dont on se dit pas mal. Moi, j'ai perdu beaucoup d'amis en créant ma boîte parce que je pense que y a beaucoup de gens qui se sont dit Michael, c'est en train de péter un câble, c'est n'importe quoi son histoire. Donc c'est difficile de rester pote avec quelqu'un dont on pense qu'il est en train de complètement déconner, même si c'est pas forcément mon opinion, mais peu importe. En échange, j'ai vu des gens que je connaissais vraiment très très peu, avoir entendu un petit peu de ce projet-là et venir, parce que je leur avais dit 2 mots, eux ils m'en racontaient 10. Et dans les 10 qu'ils me racontaient, il y avait des ressources formidables, des idées, de l'énergie, de l'amour, de l'attention, de plein de choses. Alors je sais que quand on ose, quand on se lance dans quelque chose d'audacieux, parfois on peut se sentir un peu seul. C'était une perception qui est assez fausse. Et là, pour le coup, Margot, en France, on n'est pas moins bien doté qu'ailleurs. Je trouve même qu'on est mieux doté qu'ailleurs. Je trouve que les gens ont pour l'audace et pour le risque beaucoup de bienveillance et beaucoup de disponibilité à aider. Bon, les étudiants, vous allez nous prouver ça. C'est à vous maintenant de poser des questions. À nos invités, je vous laisse. Qui veut poser une question? Vas-y. Alors, parle fort. Tu vas voir les autres auront des micros, mais parle fort en attendant. D'après vous, comment rebondir après l'échec? Comment rebondir après l'échec? C'est la question. Allez-y, Benoît. Cette question rejoint un peu la discussion qu'on avait vis-à-vis de l'échec, la bienveillance. Dans notre entreprise, on a l'habitude de dire on a le droit de faire des erreurs, mais il ne faut pas faire 2 fois la même. Et rebondir après l'échec, c'est reconnaître pourquoi s'est produit cet échec, essayer d'en tirer des leçons, d'apprendre. Il y a toujours un facteur positif dans l'échec. Et au contraire, ceux qui n'ont jamais connu l'échec, ils ont peut-être une illusion de la perfection qui n'est pas de ce monde. Il y a toujours, comme l'a dit Patrick, des facteurs qu'on ne maîtrise pas dans nos projets, dans les gens qu'on va assembler, dans l'environnement sur lequel on va travailler. Et la bienveillance, c'est aussi de dire, il a fait de son mieux, ils se sont donnés à fond, on n'a pas réussi à atteindre l'objectif, mais on a appris, et je pense que la bienveillance, effectivement, comme le disait Michael, elle est présente, quoi. On va reconnaître que c'était bien. Alors on va prendre d'autres questions, peut-être plusieurs en même temps, et après nos invités répondront. Je m'appelle Sarah, je suis étudiante à l'ESCP Europe dans le management des médias.
Et pour moi, il me semble qu'on peut se projeter dans des parcours de réussite quand on a des modèles dans lesquels on peut s'identifier, se projeter, et qui nous permettent de prendre conscience des possibles. Et du coup, je me demandais si vous aviez des sources d'inspiration, des modèles qui avaient nourri votre audace et qui vous ont montré que c'était possible. Et sinon, comment vous avez fait pour quand tout, votre famille, les médias, l'école, vous disiez que c'était impossible, comment vous avez fait pour dépasser votre condition? Alors peut-être Patrick aussi qui s'est battu peut répondre à ça. Chantal. Oui, merci. Moi, je crois beaucoup à l'importance de l'éducation. Et c'est pour ça que je suis triste aujourd'hui de voir que le bagage éducatif des jeunes, de la jeunesse, donc de notre avenir, est parfois mis à mal par faute d'une véritable éducation. Je crois beaucoup à la vertu de l'exemple, et l'exemple, puisque vous m'y invitez, premier que j'ai pris dans ma jeunesse, c'était celle de mes parents, qui ont été des grands résistants pendant la guerre, et qui ont été pour nous, parce qu'ils avaient eux-mêmes vu leur jeunesse brisée, interrompue par ce qui peut arriver de pire à une société, c'est-à-dire la guerre. Ils avaient envie que leurs enfants ne connaissent pas le même sort. Donc ils ont été des boosters extraordinaires. Et ils nous ont élevés en nous faisant acquérir deux choses, intégrer deux choses. D'un côté, la passion. Passionnez-vous pour ce que vous faites. Donc investissez-vous. Parce que même si vous choisissez un métier qui vous passionne, vous verrez parfois qu'il est pesant. Donc la passion, c'est la dynamique. Donc on a intérêt à faire des choses qui vous plaisent. Et puis c'est comme ça que vous pourrez vous accomplir. Et la deuxième chose qui va avec, c'est l'exigence. Et en fait, il n'y a pas de réussite, à mon avis, sans cette exigence, c'est-à-dire sans cette faculté qu'on a de trouver en soi les ressources qu'il faut pour affronter les choses, en se disant que rien n'est acquis définitivement, qu'il faut rester humble devant le succès aussi, parce que vous réussissez un jour, mais la roue de la fortune tourne. Et donc voilà, la passion et l'exigence. Je me souviens que notre mère nous disait c'est bien, mais tu peux faire mieux encore. Et donc à partir du moment où l'exigence est juste, à partir du moment où l'autorité est juste, on l'intègre plus facilement. Et moi, je suis extrêmement triste d'avoir accueilli dans certaines de mes écoles des jeunes en échec scolaire et en échec social, et d'avoir dû à resocialiser des gamins de 18, 19, 20 ans qu'il fallait carrément éduquer à cet âge-là, alors que tout devrait être fait en amont. On parlait tout à l'heure de la liberté, l'éducation, c'est ça, c'est que ça vous donne de la liberté d'apprendre, ensuite d'être autonome, de faire votre chemin, de faire des choix. Et donc, importance de l'éducation, et j'ai eu la chance d'en avoir une solide. Patrick, vous n'avez pas pu vous reposer sur vos parents, ça a été un peu différent. Expliquez-nous. Alors, j'ai eu beaucoup de chance puisque je n'ai pas eu de modèle. Non, la réalité, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de vide pour ce qui m'a concerné. Pas de livres, pas de culture, pas d'électricité, pas d'eau, pour l'anecdote. Pas rien, en fait, rien. Et donc, je pense, avec le recul, finalement, ceci a été une opportunité en réalité. Mais évidemment, quand on vit les choses, c'est pas possible de les appréhender comme ça. Et aujourd'hui, après beaucoup d'efforts sur un certain nombre de sujets, y compris au plan du personnel, je suis en mesure de décoder ça et justement d'être un peu plus lucide par rapport à ces modèles. Mais ce qui m'animait, deux choses m'animaient en écoutant attentivement Chantal. Par rapport à cette notion de modèle, il faut aussi qu'on mesure que... je reviens à cette notion d'un sens, ça va être mon modo aujourd'hui, mais regardez, vous n'allez pas dans cette salle, pratiquement personne ne se souviendra de ce qu'on a dit. Pratiquement personne. Attendez. Même, non, mais laissez-moi terminer. Par contre, vous n'oublierez jamais comment vous vous êtes senti dans cette salle. Jamais. Vous n'oublierez pas. On oublie ce que les gens disent, on n'oublie pas comment on se sent en leur présence. Et si vous voulez, moi, les modèles, ils ont été complètement kinesthésiques presque, dans l'énergie, avec des gens, avec des arbres. J'avais un chêne, c'était mon modèle. Enfin voilà, quand je marchais dans la forêt, c'est l'énergie de la nature qui me faisait vivre, qui me faisait avancer. Je compensais par elle. Et si vous voulez, c'est ça qui est vraiment très très important. C'est comment je ressens la chose, comment je la vis.
hein. Et donc mes modèles, ça a été ça au départ, c'était un chêne. Mon modèle, c'est un chêne. Et puis ensuite, évidemment, j'ai eu la chance de croiser des gens bienveillants, qui m'ont fait confiance et qui m'ont apporté des choses et dans lesquels je me suis senti, dans le regard desquels je me sentais aimé. Je me sentais aimé. Et alors, il y a une autre chose que Chantal dit qui me touche beaucoup, cette notion d'exigence. Vous savez, pour se souvenir des choses, il faut des expériences, et je rejoins tellement le fait que l'action est fondamentale. Mais regardez, on va faire une petite expérience. Vous levez le bras très très haut. Très très haut. Vous levez le bras. Tous. Allez, très très haut. OK, vous y êtes? Très très haut. Eh bien, encore un peu. Allez. Tout le monde a levé 2 mm de plus. Tout le monde. Eh bien, c'est ça, c'est cette surmobilisation qui change le monde. C'est les 2 mm. C'est gentil pour ceux qui ne pouvaient pas jouer le bras. Le pauvre Michael, il n'a pas pu. Bah, je ne pouvais pas lever le bras, quoi. De toute façon, moi, j'ai compris qu'en venant ici, j'étais déjà au bord de l'échec parce que j'ai vu que le véritable succès, c'est qu'il fallait que l'année prochaine, on ait une phrase. Vous avez préparé une phrase, vous? Une phrase qui ressorte dans le best-of. Alors, depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais pouvoir sortir comme phrase d'un philosophe que personne connaîtrait et qui sonnerait super classe. Moi, j'ai pas une modèle, mais d'ailleurs, en matière de phrases, j'ai une phrase que... L'amour, un peu, quand même. Pardon? L'amour. Ouais. Mais d'ailleurs... Alors, est-ce que c'est filmé, ça? Parce que si ça passe et que ma femme voit comment vous vous adressez à moi, Marco, je vais avoir des soucis en rentrant à la maison tout à l'heure. Mais un peu, c'est vrai, cette notion-là, c'est que moi, mes parents... J'avais pas de modèle. D'abord, je connaissais pas le monde de l'économie. Et ensuite... mes parents m'ont eu très tard, donc j'ai eu des relations avec mes parents. Mon père, il avait 47 ans, donc on a eu des relations presque de grand-père à petit enfant. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est la curiosité. Et j'en ai fait d'ailleurs ma phrase qui m'a beaucoup aidé. C'est une sorte de phrase biblique, on verra si l'année prochaine ils le reprennent, qui dit que le sage est celui qui apprend de tous. Alors, je ne vous le fais pas en langue originale, mais enfin, je pourrais. Mais et j'en ai fait ma phrase clé. Deuxième chose, ce dont je me suis rendu compte, c'est que si j'avais pas de modèle économique, si j'avais pas de modèle sur ma conduite de vie, j'avais quand même des modèles de gens que je trouvais heureux. Et au-delà de la réussite, moi, je me suis toujours dit que le bonheur, c'était un truc chouette. Donc, j'ai essayé de comprendre, et je pense qu'il y en a. Quelles pouvaient être les recettes qui me toucheraient, moi, sur ce que ça voulait dire, le bonheur, être heureux. Et par exemple, voilà cette notion de dire, j'essaye de passer du temps, je m'interdis plus de 100 heures d'avion par trimestre, parce que je veux passer du temps avec les gens que j'aime. Et je l'ai dépassé le premier trimestre, et j'ai trouvé très très bien que et ma maman et ma femme me rappellent à l'ordre, parce que je pouvais réussir dans les affaires et gagner beaucoup d'argent, mais je n'étais pas là où je devais être, parce que c'était mon bonheur qui était en jeu. Honnêtement, que je gagne 500 000 euros de plus ou de moins, ce n'est pas ça qui aurait changé ma vie. En échange, j'ai raté il y a 15 jours. J'étais dans un avion et ma fille, ma petite dernière, j'ai 4 enfants, Elia a marché et je n'étais pas là. Et si j'avais respecté mon quota d'heures, j'aurais dû être là. C'est bien fait pour ma tête et je m'en souviendrai. Manuel Carcassonne, vous avez des modèles, vous? Dans l'édition, les chiffres ne sont pas les mêmes. Hein. Voilà quoi. Ah. Moi, pour 5 000 euros de plus, je fais 130 heures d'avion. Il n'y a pas de problème. Hein. Pas de problème. Mais non, d'ailleurs, ça me rappelle une conférence à HEC. Il y a longtemps, j'étais invité. Puis évidemment, un étudiant au fond qui a levé la main a dit monsieur, je vais poser une question. Vous gagnez bien votre vie? Je lui dis pas très bien. Je dis, ah bon, c'est pas bien l'édition finalement. Non, ça, je déconseille l'édition pour ceux quand même qui voudraient gagner très bien leur vie. Non, je réfléchissais à cette question que vous posiez, Margot, et je dirais qu'il y a quand même quelque chose, et c'est pas, ça a l'air d'une banalité, certes, nous en avons certainement dit quelques-unes ce matin, mais je crois que c'est abandonner ses préjugés le plus possible, parce que je pense que le préjugé, qui est quand même quelque chose au fond d'extrêmement commun dans nos sociétés, et d'extrêmement répandu parmi nous tous, parce qu'il est humain, le préjugé est vraiment une forme d'opacité à l'autre. Et essayer d'abandonner ses préjugés, c'est vraiment penser qu'on va toujours apprendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Et effectivement, j'ai appris des choses ce matin, alors même que j'aurais pu ne pas être là, évidemment, ou ne pas avoir la chance d'être invité. On apprend toujours quelque chose. Et il ne faut pas commencer une conversation en pensant
tout de suite, je vais parler à un con. Non, il faut... mais oui, mais c'est pas ce que je me répandu suis dit, malheureusement de penser ça. Peut-être. Alors après, une fois qu'on a abandonné ces préjugés, on va vraiment apprendre les choses des autres. Ensuite, je crois, et on l'a tous dit, là, on a quand même tous dit quelque chose que, Margot, je sens que vous allez en faire un thème de débat prochain, c'est la notion de temps. Hein. Le temps a été commun à toutes nos expériences. On ne souhaite pas non plus perdre notre temps. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que moi, je fais un métier dans lequel le facteur temps n'est absolument pas économique. C'est-à-dire, si je devais financiariser le temps que j'ai passé à écouter des auteurs, leurs familles, leurs plaintes et disons, à servir d'analyste, hein, quand même, bon, j'aurais gagné beaucoup d'argent sans prendre l'avion. Et donc, ce facteur temps, il est quand même absolument essentiel. Et là, il faut savoir jouer avec. Le facteur temps n'est pas le même dans chacun de nos métiers, mais il est le même pour tout le monde. Vous ne recevrez pas beaucoup de CV à l'issue de cette, de cette présentation. Cette petite boîte. On va reprendre quelques questions d'étudiants. Oui. Alors, je vous ai très attentivement écouté. Je m'appelle Cécile, je suis étudiante en 3e année de sciences politiques à la Sorbonne, donc ici même. Je vous ai bien écouté et j'ai l'impression que, si je prends tous vos témoignages personnels, finalement, l'échec en soi n'est pas un échec, c'est une réussite. Parce que si vous n'aviez pas eu les échecs que vous avez connus, et je pense que c'est le cas pour tout le monde dans la salle, c'est très inspirant ce que vous aviez dit, parce que finalement, ça me fait relativiser beaucoup de choses. Finalement, l'échec n'est-il pas créateur d'opportunités? Si vous n'aviez pas échoué, où en seriez-vous aujourd'hui, finalement? Et ma question, elle est pour tout le monde, hein, ça marche. Voilà. Vous avez échoué? Moi, je pense qu'on a tous eu nos problèmes à un moment ou à un autre. Quand je préparais avec Margot, elle m'a demandé quel était votre pire échec. Et en fait, je crois qu'un de mes pires échecs, c'est d'avoir eu un mort sur un de mes chantiers, parce que ça, c'est irréversible. Les aspects d'argent, et on l'a dit à plusieurs reprises, même si les chiffres peuvent être relatifs, aucun de nos modèles sera « je veux avoir autant d'argent que ce monsieur ». En revanche, le respect de la vie, et en fait, ça amène à des valeurs, et valeurs de respect, d'humilité ou de volonté, d'exigence de soi. Tout ça, c'est de ce dont on a parlé ce matin. Donc, est-ce qu'il faut absolument faire des échecs pour progresser? Je pense que oui. D'une part, pour ne pas avoir peur de l'échec, et puis aussi parce qu'on apprend plus quand on s'est planté soi-même que quand quelqu'un vous dit « ne fais pas ça, tu vas te planter ». Et ça, c'est clair. Chantal, vous voulez réagir? Oui, il est certain que rien ne vaut sa propre expérience. Là, nous sommes en train de témoigner devant vous. Vous trouvez peut-être que nos interventions sont sympathiques ou drôles, mais rien ne vaudra jamais ce que vous allez faire vous-même. Et moi, je me suis rendu compte par rapport à ma propre existence et en voyant les autres vivre, que ce qui nous empêche de réussir, ce sont souvent nos représentations, ça rejoint un peu les préjugés, les préventions, et nos peurs. Et je pense que parallèlement à tout ce qu'on peut acquérir pour se donner les moyens de la réussite, il faut faire un travail sur soi. Ça, c'est fondamental. C'est peut-être parce que j'ai fait mes humanités et que mon plus grand modèle, c'est Montaigne, que j'ai donc cette vision un peu humaniste des choses. Mais je crois qu'il faut vraiment être au clair avec soi. La peur, elle se présente sous toutes sortes de formes. La peur pour la pionnière que j'étais, c'était le jugement d'autrui. C'était le fait de me singulariser. Vous savez, quand vous êtes dans le lot, tout d'un coup, vous sortez la tête du lot, aussitôt vous devenez une cible et on va vous flinguer. Donc, on a peur de ça. On a peur d'échouer tout simplement parce que l'échec nous renvoie au tragique de notre condition, c'est-à-dire notre finitude. L'échec, c'est une figure de la mort, qu'on le veuille ou non. Donc, on n'aime pas ça. On a peur aussi du qu'en dira-t-on, on a peur de l'inconnu, on a peur de ne pas savoir s'y prendre. Enfin, il y a toutes sortes de freins comme ça qui sont en nous, sur lesquels il va falloir qu'on ait un regard lucide. C'est trop facile d'en vouloir à la terre entière quand on n'a pas réussi et quand on n'a pas fait ce travail, non pas de deuil, mais ce travail de débriefing lucide sur les raisons pour lesquelles on a échoué. Il y en a qui ne dépendent pas de vous, ça a déjà été dit, mais il y en a sur lesquelles vous avez une prise.
Donc moi, je vous invite à vous regarder sans complaisance, et c'est très difficile. On est dans l'apitoiement sur soi, hein, tous. Mais il faut vraiment savoir dépasser ça, et ça, on ne peut le faire qu'au prix d'une introspection, d'un travail sur soi-même. N'allez pas chercher des recettes partout ailleurs. Vous nous écoutez. Ça ne sert à rien, finalement. Voilà, j'espère que vous allez faire de ce qu'on vous a dit votre miel. Mais vous verrez que la plupart, j'y reviens, la plupart des solutions, elles sont en vous. Cherchez-les en vous. C'est ça qui va vous rendre heureux. C'est ça qui va vous rendre heureux. Peut-être des questions de la salle, monsieur. Bonjour. Alors, je n'ai pas été du tout convaincu par votre introduction, qui était très brillante et sympathique par ailleurs, mais vous avez présenté le débat en partant de l'idée que c'était très très difficile d'échouer, que l'échec était mal vu en France, que c'était beaucoup mieux en Amérique, etc. Et moi, il me semble, et c'est pas seulement qu'il me semble, il se trouve que dans le cadre de mon activité, je viens de faire une étude... Effectivement, Michael était d'accord avec vous. Je viens de faire une étude par BVA sur le sentiment des Français par rapport à un certain nombre de sujets. Et par exemple, on voit que quelqu'un gagne au loto de quoi vivre pendant plusieurs générations sans travailler, tout le monde trouve ça juste et normal. Que quelqu'un qui dirige une grande entreprise gagne beaucoup d'argent. Une écrasante majorité des Français, toutes opinions politiques confondues, trouvent ça totalement inadmissible. Donc ce n'est pas l'échec qui est mal vu en France, c'est la réussite. Et moi, ma question, c'est comment avez-vous fait pour supporter la réussite ? Alors, qui veut lui répondre ? C'est Michael qui va répondre, là. Je la planque. Moi, je la planque. C'est-à-dire que c'est vrai, je travaille pour une marque qui s'appelle SFR, et les gens qui dirigent la marque sont des gens extrêmement bons, extrêmement performants. Et un jour, en allant au siège, ils ont un siège qui est en face du Stade de France, je suis dans ma voiture et je me fais taper dessus au feu rouge par des mecs qui font... c'était l'autre bras. qui font les vitres. Et j'avais une présentation avec le président de la société. Et le gars me dit, t'avais quoi comme voiture ? Et je lui dis, j'avais une Lexus. Non. La prochaine fois, tu viens avec une petite voiture. Et donc, je roule en une Toyota Aygo, ce qui ne réjouit pas Peugeot, dont j'ai fait également la musique, et qui me dit, Michael, tu aurais pu prendre une Peugeot. Donc moi, 1, je le planque, et 2, je m'endette. Donc comme ça, je vis avec peu d'argent, et l'argent que je gagne va au remboursement de mes prêts. Donc à ma banque. Vous poseriez la question à la banque la prochaine fois, vous verrez. Ils ont des trucs sympas à raconter. Vous pensez que c'est pas bien de réussir ? C'est mal vu en France ? Enfin, je ne suis pas sûr qu'on soit jaloux de la réussite, mais plutôt de l'argent. Enfin, vous avez associé argent et réussite, et à mon avis, c'est un raccourci trop rapide. Monsieur ? Alors oui, Chantal terminé, après on prendra la question de monsieur. Oui, la réussite, c'est pas forcément des signes extérieurs de richesse. Moi, j'ai connu une réussite suprême d'avoir été une femme historique, d'avoir été la première dans l'histoire de la Marine nationale à avoir des étoiles. Et je connais plutôt le poids des honneurs. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire que c'est pesant, les honneurs. C'est pesant d'être constamment sous le regard des autres, d'être regardé parce qu'on représente plus que parce qu'on est profondément. Et donc, pour moi, la réussite, elle est cachée. Elle est pas, je planque pas ma voiture. De toute façon, moi, je roule dans une petite urbaine sans intérêt. Mais je veux dire par là que les honneurs ne me sont pas montés à la tête. Ce qu'il faut, je crois, dans la vie, c'est encore une fois être au clair avec soi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humilité, l'humus. L'humilité, c'est l'humus, les pieds dans la glaise, les pieds dans la terre. On peut avoir la tête dans les étoiles, mais on est bien ancré. Et il ne faut pas se laisser emporter par l'ivresse du pouvoir. De toute façon, le pouvoir, il n'est jamais du côté du militaire. En démocratie, il est du côté du politique, et c'est très bien comme ça. Il faut
savoir ce que l'on veut. Mais les signes extérieurs, je vous assure, j'en connais le prix et je trouve que c'est pesant. Je préfère savourer mes victoires intérieurement. Patrick. Manuel. Je tiens à signaler que je prends le métro. Hein. Personne ne me pose la question. Le métro, c'est très bien. Bravo, ça ne pollue Manuel. pas, ça pollue très peu. Margot pourra organiser une quête à la fin pour Non, mais Manuel. C'est très pratique. Parce que le J'ai prix que des pauvres dans mon débat. J'ai des gens endettés, Et des en gens qui plus, prennent le métro. En plus, j'ai pas de permis. Mais non, c'est pas. Alors, La question, c'est quand même, on faut quand même dire qu'il y a autant évidemment de réussite qu'il y a de conception de la réussite. Hein. Et clairement, si j'avais voulu faire fortune, je n'aurais sans doute pas choisi le métier des livres. De la même manière qu'en même temps, je publie là un livre qui est sorti il y a 2 jours, qui est en train de faire définitivement enterrer l'harmonie déjà vacillante de la droite, qui est un livre qui s'appelle Sarko s'est tué, dans lequel M. Fillon est montré en train d'aller demander la tête de Sarko à l'Élysée à Jean-Pierre Jouyet. Ça fait la une là de tous les journaux. C'est que le pouvoir symbolique, le pouvoir de l'édition est très fort encore. Mais son pouvoir évidemment financier est quand même relativement faible, même si ça reste, et de loin, la première des industries culturelles en France, devant le cinéma, devant la vidéo, etc. Mais il y a autant de réussite, évidemment, que de conception de la réussite, et il y a autant d'échecs que de conception de l'échec. C'est surtout ça. Bah, moi, là, je ne vais pas raconter ma vie, même si c'est assez agréable en même temps. Ouais. on sait déjà que vous reste prenez là le jusqu'à métro. ce soir, 7 heures, bon. Mais il y a des échecs quand même très, très personnels et qui sont très loin d'échecs professionnels et qui, pour certains, sont évidemment beaucoup plus intenses que de type d'échec professionnel. L'échec professionnel, je pense que Benoît Le Cinq l'a très bien dit tout à l'heure, lorsqu'il y a un mort sur un chantier, c'est beaucoup plus grave que lorsqu'on a raté une affaire, que lorsqu'on perd, etc. Donc il y a des échecs comme ça dont on ne peut pas se remettre. Et puis il y a des échecs, ça, il faut quand même le dire. Et puis il y a des échecs qu'il faut pouvoir reconnaître. Et ceux-là, on va vraiment les intégrer. Il faut les digérer, ceux-là. Il ne faut pas y passer 10 ans, ça c'est vrai. Mais il faut pouvoir les digérer. Et là, on va vraiment pouvoir les absorber, les digérer. Et ça va, je dirais même, nourrir pour vraiment proprement la réflexion sur l'avenir. Il y a une très jolie phrase de Michel-Ange que je vous avais préparée, qui m'a été dite par Jean c'est la petite d'Ormesson. phrase de Manuel Carcassonne pour l'année prochaine. C'est Jean d'Ormesson qui me l'a dit hier. Dieu a donné une sœur au souvenir et il l'a appelée l'espérance. C'est très beau parce que l'échec, c'est le souvenir. On garde tous en souvenir l'échec. Et la sœur du souvenir, c'est l'espérance. C'est-à-dire se tourner quand même vers autre chose. Alors, vous monsieur. pleurez. Oui, bonjour à tous. Vous nous avez beaucoup parlé d'échecs et de réussite, enfin plus d'échecs que de réussite d'ailleurs. Je n'ai pas entendu beaucoup parler d'audace, en fait, qui est le sujet de la cité de la réussite. Et en définitive, vous nous avez plus parlé... Alors notre débat est de l'échec à la réussite, quelle est la frontière, même si le thème général est l'audace. Oui, mais enfin... vous nous avez plus parlé de quelque chose qui sont pas des finalités, mais qui sont des résultats ou qui sont des étapes, et non pas beaucoup du processus. Et en fait, j'ai 2 questions par rapport à ça. Quelque chose qui est plus personnel, c'est-à-dire qu'en définitive, sur le plan de l'audace et dans son processus et dans son fonctionnement interne, quel est pour vous justement le comportement, ou comment peut-on faire pour aller avoir une audace acceptable ? Et puis la deuxième, qui est beaucoup plus globale, qui est au niveau de la société. Que pensez-vous d'une société qui considère qu'il y a plus d'audace, je reviens au Stade de France, dans le coup de pied d'un footballeur que dans le travail d'un chercheur ? Jusqu'où on peut aller pour réussir? C'est un peu ça votre question. Qui veut lui répondre? Sur comment dirais-je, le thème, enfin la recette, je dirais, c'est un petit peu ça si je faisais très court, et ce serait d'une prétention sans borne, mais ce qui, en tout cas, ce sur quoi je pourrais peut-être réagir pour la première partie de votre question, c'est ce qui a très simplement fonctionné pour moi. La première des choses qui a fonctionné pour moi, c'est de faire l'expérience du silence, parce que sans le silence, il n'y a pas de clarification. Sans clarification, il n'y a pas de, comment dirais-je,
d'affinage peut-être, de mise au contact de qui on est vraiment. Sans cette mise au contact de qui on est vraiment, ce qui rejoint un petit peu le propos tout à l'heure, il n'y a pas de... on n'est pas capable finalement de tracer la route sans savoir qui on est vraiment. Donc ce qui a fonctionné pour moi, c'est vraiment l'expérience du silence et finalement d'aller regarder qui j'étais petit à petit, en particulier au moment où mes enfants sont arrivés, pour éviter de reproduire sur eux ce que j'avais subi moi-même. Donc ce travail de clarification, il a été fondamental. Et à partir du moment où on est vraiment au contact de qui on est, on sent les moteurs. On sent où sont les moteurs et on sent une notion qui n'a pas été abordée aujourd'hui, mais qui est tellement liée à la notion d'audace, qui est la notion de plaisir. Et si vous voulez, quand on commence à percevoir ce qui nous met en joie profonde, presque cellulaire, alors là, on est capable d'aller vers autre chose et d'être audacieux. Et ça sert la confiance aussi, ce socle indispensable de la confiance qui doit, comment dirais-je, c'est comme un bocal, la confiance. L'image que j'ai dans la tête, c'est des petites gouttes comme ça, et qu'on pose comme ça dans un bocal. Et petit à petit, elle devient de plus en plus profonde, elle s'ancre. Et à partir du moment où on la sent un petit peu là, on la sent en nous, et à partir du moment où on est clair et que le désir est là, eh bien, on peut se mettre à avoir vraiment à oser et à passer à l'acte, je dirais, d'une manière un peu générale. Mais tout part de l'instant. Pour moi, c'est encore une fois, tout part de maintenant, le silence maintenant. Et c'est tellement difficile d'accéder au silence dans le monde d'aujourd'hui. C'est tellement difficile. Et sans le silence, on perd la capacité à penser. Et sans la capacité à penser, on se perd. Donc c'est peut-être pour la première partie de votre réponse, si ça vous nourrit peut-être un tout petit peu. Chantal. À cette très belle réponse, j'ajouterais ceci. Je pense qu'il n'y a pas d'audace et donc de réussite au bout de l'audace s'il n'y a pas un peu de talent. Il ne faudrait peut-être pas oublier ça aussi. Donc il faut déjà avoir fait l'inventaire de sa propre richesse et, tout en la construisant. Mais à partir du moment où ces talents sont là, ce qui va vous permettre d'y aller, d'oser, si on a vaincu ces peurs, qui sont autant de freins, c'est aussi la préparation. C'est extrêmement important. 80% de la réussite proviennent de la préparation. Gide écrivait « Il n'y a pas de réussite sans méthode ». Moi, je ne me serais jamais lancée pour, par exemple, réussir le concours d'admission à l'école supérieure de guerre navale, qui est un concours très sélectif. J'étais la seule femme avec 98 candidats. Si je ne m'étais pas préparée, si je n'avais pas senti qu'il y avait, comme mon patron qui était amiral me l'a dit, mais vous avez des chances de réussir si vous travaillez, si vous vous préparez bien. Il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté. Sinon, c'est peine perdue. Et l'audace, vous l'aurez si vous vous dites, bon, je suis prêt. Je tente, mais parce que je sens que je suis prêt. Sinon, vous allez au casse-pipe. Et le métier que je fais, aller au casse-pipe sans préparation, vous savez, sur les bateaux, on passe son temps, ce sont des systèmes de combat, on passe son temps à s'entraîner. Ce n'est pas pour faire joli et pour occuper le temps. C'est parce que le jour où vous êtes en opération extérieure, en vraie grandeur, vous avez acquis des automatismes qui vont vous permettre d'avoir les bonnes réactions dans une action qui peut être confuse, extrêmement dangereuse évidemment, et ça va vous permettre de dégager de la disponibilité intellectuelle et psychologique pour affronter ce que la situation a d'original. Vous avez travaillé plein de scénarios, mais la réalité, elle est toujours un peu différente. La préparation, c'est fondamental. Benoît, oui. Oui, je suis 200% d'accord. Même si dans la construction, on ne fait pas du combat, la préparation est absolument fondamentale. La part talent, je ne sais pas si c'est 80%, 20% de préparation et de talent. On a un PDG chez Vinci qui dit son plus grand plaisir, c'est de faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires, qui sont quand même l'essentiel des gens autour de nous. Et de faire des choses extraordinaires, ça vient par la préparation, par l'anticipation de tous les problèmes qui ne vont pas manquer de survenir, et les plans B, les solutions. Récemment, on a fini 400 km de pipeline en Papouasie, dans un environnement, on disait que c'était le chantier le plus difficile de la Terre, parce que bon, on est parmi des tribus, on a les problèmes tribaux, on a les problèmes de terrain, etc. Et on s'est presque planté.
Sauf que notre client a reconnu que nous avions fait le maximum. Et notre échec n'était pas vraiment imputable à nous, mais à des difficultés supérieures à ce qui était raisonnable d'attendre. Donc la préparation, elle était là, ils l'ont reconnu. On a changé le type de contrat pour transformer cet échec en un succès qu'ils ont célébré eux-mêmes. Vraiment préparer, se donner de faire son maximum avant le concours, avant l'examen, pour ne pas avoir de regrets ensuite. Ça a été longtemps ma ligne de conduite. Michael ? Je me sens obligé de dire un truc parce que j'ai pas vu Jean d'Ormesson hier et il faut que je sorte une phrase littéraire un peu qui a de la gueule. J'en connais qu'une, je vous la livre tout de suite. Hein, le talent sans travail n'est qu'un feu d'artifice. Si ma mémoire est bonne, c'était Roger Martin Dugard. Je vous le livre parce que ça m'aide peut-être à répondre à la première partie de votre question. Moi, j'ai l'impression quand même que tout à l'heure, et notamment l'intervention de Patrick aidait à répondre à la première question, on ose quand on agit en dehors de sa zone de confort. Et moi, je me suis rendu compte, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, mais agir en dehors de sa zone de confort, il faut avoir un moteur. À chacun de découvrir le moteur qui rugit au fond de vous. Voilà, comme ça, les gens de Peugeot seront contents. Moi, je l'ai dit, c'est l'amour et la peur. Sur la première partie. Sur la deuxième partie, je ne sais pas si je partage votre opinion sur le joueur de foot et le scientifique ou le chercheur. Je ne sais pas si je la partage, je ne sais pas si je la partage pas. Je sais pas, j'ai pas assez de connaissances réelles, sociologiques. J'ai pas vu les sondages qui pourraient dire qu'on a plus d'admiration pour le joueur de foot que pour le chercheur. Je pense qu'on s'adresse à des publics différents. Maintenant, quand même, pour moi, ça renvoie à la question que monsieur a posée et sur laquelle je voudrais pas qu'on soit trop focus. Je pense qu'on pourrait être meilleur dans la valorisation de la réussite. Je suis absolument d'accord que il y a un mérite à risquer et que, peu importe la réussite ou l'échec, ce mérite, on doit le célébrer. La deuxième chose, c'est que c'est pas mal d'avoir des modèles et que c'est quand même beaucoup plus attractif d'avoir des modèles de réussite que d'avoir des modèles d'échec. Et je suis d'accord avec monsieur, je trouve qu'en voyageant, je trouve qu'il y a des pays sur lesquels on célèbre plus la réussite, le risque et la réussite qu'on ne le fait en France. C'est pas désespérant en France, hein, sinon j'ai croisé tout à l'heure quelqu'un qui m'a dit bon j'ai quitté la France, j'en ai ras le bol, et qui est parti pas pour des raisons fiscales, parce qu'il trouvait que ça sentait le moisi ici. Je peux tout à fait le comprendre. C'est pas mon sentiment aujourd'hui. Si c'est demain, je sais ce qu'il me restera à faire. Mais je trouve qu'à travers votre question et la question de monsieur, il ne faut pas se voiler la face. Je trouve qu'on pourrait un peu mieux célébrer le risque et célébrer la réussite. Manuel, peut-être ? Non, sur la parabole du joueur de foot, je pensais à ça, parce que ça rejoint ce que j'ai sur les préjugés il y a quelques années, parce que je n'ai pas fait que de la littérature. J'ai publié les mémoires de Vicente Lizarazu. Waouh! Alors, moi, je ne suis pas du tout bon en foot, parce que comme je n'ai pas non plus j'ai pas de permis, je n'ai pas de télé non plus. Collecte, donc la deuxième collecte pour la télé. Je vois, non mais là c'est pas pour des raisons d'argent, c'est un choix. Je vois arriver 2-3 types et je me jette sur l'un des trois en félicitant chaleureusement Lizarazu de venir nous voir, etc. Et manque de peau, je m'étais trompé, c'était pas lui. C'était le caméraman de Canal+ qui le suivait en permanence, donc je rectifie mon erreur rapidement, ça augurait mal quand même du contrat qu'on avait signé. Et puis finalement on faisait, bon, et moi je me dis un jour de foot, est-ce que je vais emmerder encore, mais enfin il faut vraiment, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner sa vie? Eh bien, au bout d'une heure, j'étais conquis. Ce type est brillant, intelligent, malin, vraiment tout sauf un imbécile. Il a d'ailleurs très bien réussi, par exemple. Et il n'a pas seulement réussi comme joueur de foot, il a réussi aussi après. Alors, je ne dis pas que tous les joueurs de foot sont aussi malins que lui, à mon avis, loin s'en faut. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait justement partie... Là, j'avais des préjugés, ne connaissant pas très bien ce milieu. Au bout d'une heure, je les avais évidemment abandonnés. Après, pour revenir sur la société... personnellement, le métier que je fais, je pourrais, c'est vrai, difficilement l'exercer ailleurs, puisque je travaille quand même essentiellement sur la langue française, même si bien sûr on travaille sur l'international et j'y accorde énormément d'importance. Mais je pense que la société française, effectivement, ne valorise pas assez la prise de risque. Je crois que l'échec est mieux porté aujourd'hui qu'il ne l'a été jadis, quand même. Cette société évolue. La prise de risque est clairement
elle n'est pas, le débat là pourrait nous entraîner assez longtemps et assez loin, elle n'est pas ce qui caractérise la société française dans tous ses acquis sociaux et dans tous ses blocages. Après, voilà, je crois que nous avons un certain nombre de tendances aussi à nos auto-crucifiés. C'est encore un autre débat sur lequel qu'il faudrait abandonner, commencer par abandonner pour aborder le reste. Quant à l'audace, la mienne, elle est assez simple. Elle a consisté à permettre aux autres d'être audacieux, c'est-à-dire de rêver de leur talent, de les libérer et de leur faire confiance. Faire confiance, c'est un point important. Je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est important de faire confiance. Et par exemple, quand on fait confiance à un jeune auteur en lui donnant les moyens de se développer, ça peut donner de formidables réussites, et ça, c'est évidemment extrêmement gratifiant. Alors, le monsieur là-haut peut-être veut poser une question. Bonjour, je m'appelle Arnaud Picard. Je rebondis sur ce que vous dites. Il est là-haut, il me cherche, à droite. Monsieur Carcassonne. Ici. Ah, je vais me Là-bas, lever, à droite, Manuel. Et vous avez la lumière dans les yeux. Oui, voilà. Je rebondis sur ce que vous dites, sur donner la confiance, transmettre l'audace. De ce qui sort de ce que vous dites, c'est vrai que quand on débute, quand on se lance un peu dans le vide, au départ, ce qui nous manque, c'est clairement du recul. On est tellement en proie à nos peurs qu'il nous manque ça. On ne sait pas où on réussit. On sait plus souvent quand on est en échec. Mais hier aussi, on a parlé de l'audace. Les intervenants disaient, l'audace, quand on est dedans, on ne sait pas qu'on est courageux ou qu'on tente quelque chose d'audacieux. Ce sont les autres qui qualifient ce qu'on est en train de faire. Et ce que j'étais en train de me dire, et qui transparaît aussi dans ce que vous disiez, c'est peut-être la nécessité, ou en tout cas ce que pourraient apporter les aînés ou les gens qui sont passés par là, ou alors par différents moyens. Oui, pardon. Différents moyens, j'y arrive. C'est ce qu'on appelle, ça peut être les business angels, ça peut être simplement du tutorat, ça peut être toute cette transmission, et puis aussi donner les moyens comme vous faites. Ma question, c'est est-ce que vous le ressentez actuellement en France, et qu'est-ce qui peut être mis en œuvre pour faciliter ça? Je vais commencer, mais je suis sûr qu'on doit tous répondre à cette question. Là, vous avez commencé votre question en disant quand on commence, on a peur de se jeter à l'eau. Je crois que les gens autour de vous, les aînés en particulier, n'ont pas envie que vous vous plantiez, ont envie que vous réussissiez. Et bon, on a parlé de libérer les talents, de faire confiance, etc. C'est pas juste en vous mettant en position d'échec, c'est en vous donnant les opportunités de vous exprimer et en vous donnant l'assistance nécessaire. Et puis le coaching, l'encouragement, etc. Donc, les aînés, bien sûr, ils ont cette responsabilité de vous aider, de vous challenger. Et s'ils ne le font pas, leurs équipes ne se développeront pas. Moi, je trouve qu'il y a une chose qui a beaucoup changé. Donc, ça fait 20 ans moi, que j'ai créé 6e Son. Et il y a 20 ans, moi, j'ai fait les decks. Il y avait un entrepreneur par promo à la sortie de l'école. Un. Sur des promos de 450. Donc, on va dire peanuts. Aujourd'hui, c'est 5-10 fois plus. Mais il y a une autre chose qui a changé, c'est que les choses se sont structurées pour l'accompagnement de ces créateurs. Ici, on est à Paris, et par exemple, ce que fait la Chambre de commerce de Paris, sous l'impulsion de Dominique Restineau, qui est vraiment formidable, c'est l'organisation du mentorat. Et c'est génial. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ne sont pas faciles d'accès, qui peuvent être des grands patrons ou d'anciens grands patrons, et qui viennent vous voir et qui vous mettent la pression. Pourquoi? Non pas pour faire votre boulot, ça, vous n'avez pas besoin d'eux, mais pour sortir la tête de l'eau. Tout à l'heure, je disais que pour moi, le truc le plus dangereux face à l'échec, c'était l'obstination, pas l'obstination, j'avais utilisé un autre mot, l'entêtement, pardon. Et je disais que pour moi, le deuxième truc, c'est l'isolement. On peut très vite s'isoler, faire son truc dans son coin. Ce que fait la Chambre de commerce et d'industrie de Paris avec le mentorat, c'est absolument formidable. Au point qu'ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Tu veux pas être un mentor ?» Je dis « Non, moi j'ai besoin d'être mentoré. » Et donc j'ai pris un mentor. Parce que je considérais qu'après 20 ans, j'avais besoin d'un nouveau coup de pied aux fesses
et que j'avais besoin de trouver quelqu'un qui était un grand patron qui allait m'aider. Ce qui se passe à Paris, je trouve que ça se passe partout. Il y a le Centre des jeunes dirigeants qui organise... Alors, excusez-moi d'être technique 2 secondes, mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie révolution. C'est que il faut aider les gens qui osent. Il ne faut pas simplement les regarder avec bienveillance, d'ailleurs je parle de il faut les aider, il faut se retrousser les manches. Et fondamentalement, là pour le coup je vous le dis, je trouve que les 2 pays dans lesquels je trouve qu'on a beaucoup d'entrepreneuriat et dans lesquels c'est assez spectaculaire, c'est les États-Unis, Israël, dans lesquels je trouve qu'on innove énormément. Mais là, pour le coup, on n'a pas à rougir face à eux. En France, aujourd'hui, si demain vous créez votre entreprise, j'ai presque l'impression qu'il y aura plus de monde qui viendra frapper à votre porte pour vous aider que vous allant frapper à des portes pour vous faire aider. Non, c'est vraiment un truc sympa en France actuellement. On a changé d'état d'esprit, je dirais, ces 15 dernières années. Et que si vous voulez vous faire aider, vous trouverez les bonnes personnes pour vous aider. Alors, il nous reste peu de temps. Je vais vous demander, Chantal, de peut-être répondre à la question tout en concluant. Peut-être en donnant un petit conseil, aussi le conseil primordial pour réussir aujourd'hui. Oui, très, très rapidement, j'ai beaucoup parlé de l'importance de l'effort individuel, de se connaître et de soi. Et je n'en démords pas. Ceci étant dit, pour répondre à la question qui vient d'être posée, je crois beaucoup à l'aide qu'on peut trouver sur sa route. Personnellement, j'ai pu faire cette carrière parce que j'ai trouvé, comme quelques jalons, des hommes progressistes et éclairés, des marins, qui ont accepté de changer leur système de référence, sinon rien n'aurait été possible. Chacun aurait campé sur ses positions et tout aurait été bloqué. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi compter avec l'aide du réseautage, des réseaux. Il y a un mouvement associatif en France qui est très, très développé. Et personnellement, moi, je donne un coup de main à des jeunes femmes parce que je ne veux pas garder ma réussite personnelle pour moi. Je crois que j'ai des choses à leur apporter, comme ce que je suis en train de faire devant vous ce matin. Conseil, humilité et courage. Benoît, peut-être pour conclure. Juste un conseil, peut-être, n'ayez pas peur, croyez en vous-même avec lucidité. Manuel, une petite conclusion. C'est la phrase pour le best-of. Ah oui, attention la pression. Il y a un écrivain, j'y pensais pas d'ailleurs, mais il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il y a un écrivain américain que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas très connu, qui s'appelle Yodara Welty. C'est une très très vieille dame, grand écrivain. Et elle avait cette très belle phrase, toute vraie audace vient de l'intérieur. C'est-à-dire que toute vraie audace, et j'ai travaillé avec des militaires, madame, pour tes livres, et je les ai trouvés remarquables, et j'ai compris que leur audace venait de l'intérieur et pas de l'extérieur, pas de l'opération militaire en elle-même. Et donc ça, c'est quelque chose qui réunit, je pense, tout le monde, qui peut réunir tout le monde, cette audace qui ne peut venir que de l'intérieur, c'est-à-dire que de vous-même. Je tiens absolument à ma petite phrase aussi. Ah. Donc, je vais vous faire part de mon modo. Il y a une phrase que j'adore vraiment, qui me semble fondamentale, de Frédéric von Schiller, et qui dit « L'homme ne le devient que lorsqu'il joue ». Donc l'invitation, elle est « Soyez dans l'intention du bien faire, et ce qui va s'opérer vous échappe, mais au moins vous serez droit dans vos bottes, parce que vous aurez mis votre moelle, votre cœur, et cette intention du bien faire. Après, l'univers conspirera ou pas en votre faveur, comme dirait Coelho. » Voilà, merci à vous. Moi, j'avais qu'une phrase, je l'ai livrée, hein, donc je vous avais prévenu. Dommage, je ne suis que musicien. Mon sentiment, chanter, simplement, bien sûr, un dimanche matin. J'ai pas vu la météo, peut-être qu'il. Simplement, mon expérience, c'est que vraiment, il y a beaucoup plus de risques à pas oser qu'à oser. Hein. Il n'y a pas de risque. Enfin, l'échec n'est pas le problème. L'immobilité est le problème. Le malheur est le problème, l'absence d'amour est le problème, le reste n'est pas le problème. Donc la frontière entre la réussite et l'échec, c'est vous qui en définirez les contours en fonction de ce à quoi vous souhaitez que votre vie ressemble. Et dans cet ensemble-là, je ne crois pas une seconde que l'un d'entre nous puisse faire l'économie de l'audace. C'est juste ma vision.
Merci beaucoup, c'est l'heure malheureusement de se quitter. J'espère qu'on a réussi ce débat en tout cas. Moi, il m'a beaucoup intéressé. Merci d'être venu en tout cas.